collaboration qui vont nous être présentées par les principaux acteurs, soit le CEDOM par Dr Alain Miliot, l'assurance maladie par M. Delavaux, l'URSSAF par Mme Marina Lesage et l'ARS par Mme Claire Garboriot. Je vais les laisser se présenter de manière plus détaillée par la suite. Je leur laisse la parole. Donc, je suis Dr Miliot du Conseil de l'Ordre des médecins. Donc, je suis là pour vous parler de remplacement, d'assistanat et de collaboration. Donc, les remplacements, certains connaissent sans doute. Le remplacement, donc tout médecin peut remplacer, enfin un jeune médecin. Pour remplacer, il faut avoir au moins validé le 2e cycle des études médicales et un certain nombre de semestres de 3e cycle. Alors ça, c'est variable selon les spécialités. Donc le mieux est de poser la question au Conseil de l'Ordre des médecins. Donc vous connaissez sans doute le Conseil de l'Ordre des médecins. Donc tout médecin peut être remplacé. Donc le remplacement a été mis en place pour qu'un médecin puisse éventuellement prendre des vacances, s'absenter, parce qu'un médecin a aussi une vie perso. Donc, il faut qu'il puisse se reposer. Donc, un médecin peut être remplacé soit parce qu'il est malade, mais il faut savoir qu'un médecin remplacé ne peut travailler en même temps qu'un médecin remplaçant. Et donc, quand vous remplacez, il faut avoir toujours un contrat de remplacement. Ça, c'est très important. Et il faut que vous ayez votre licence de remplacement. Votre licence de remplacement, c'est le Conseil de l'Ordre qui la délivre. Elle est valable 1 an. Elle est renouvelable 2 fois. Donc, en tout, on peut remplacer pendant 3 ans sans thèse. Donc, le but est effectivement de vous permettre de travailler pendant 3 ans en vous permettant de soutenir votre thèse dans l'intervalle. Après, une fois que vous serez thésé, vous pouvez remplacer autant que vous voulez. Il y a des médecins qui sont remplaçants, thésés toute leur vie, et qui ne font que ça, c'est leur métier. Bon, ils aiment bien, tant mieux. Bon, le libéral a aussi quelques avantages. J'ai été libéral, je suis retraité depuis 5 mois, donc c'est pas mal non plus d'être libéral. C'est vrai qu'on est assez croûte, et donc on est autonome. Donc ça, c'est pour les remplacements. Après, on peut être assistant. Alors, assistant, c'est les médecins thésés, ou alors les médecins non thésés peuvent être adjoints. Donc ça, c'est prévu uniquement quand il y a des problèmes, quand c'est des zones touristiques, par exemple, quand il faut qu'il y ait beaucoup de monde, par exemple, sur la côte atlantique, où il y a beaucoup de monde, où là, effectivement, un médecin tout seul va avoir du mal. Donc là, un médecin remplaçant aura le droit de venir travailler en même temps que le médecin remplacé. Mais là, il faut toujours penser qu'il faut aussi un contrat. Il faut un contrat qui est valable 3 mois maximum, renouvelable 1 fois. Donc ça peut être soit effectivement quand il y a un flux de population, soit qu'un médecin malade veut continuer à travailler. Mais là, c'est sur décision du Conseil de l'Ordre. Et après, donc, il y a aussi la collaboration. La collaboration, elle peut se faire qu'entre 2 médecins déjà thésés et de même spécialité. La collaboration est donc destinée à un jour ou l'autre permettre éventuellement une installation en son nom propre. La collaboration, c'est un peu comme une installation. Sauf qu'on ne paye pas les charges, on ne paye pas les charges du cabinet, on paye quand même, mais on reverse au médecin avec lequel on est collaborateur. On ne peut collaborer qu'avec un seul médecin à la fois. Donc on peut être collaborateur de plusieurs médecins, mais il faut 3 contrats. Par exemple, on va avoir 2 ou 3 contrats différents et on collabore avec 2 ou 3 médecins. Donc si vous avez des questions à poser, il ne faut pas hésiter à nous les poser. On est installé là-bas. Certains d'entre vous sont déjà venus nous voir. Sinon, il faut poser des questions au Conseil de l'Ordre à Angers, rue du Château d'Orgemont. Le téléphone est sur Internet, dans les annuaires. Bon, il n'y a plus d'annuaires maintenant, il n'y a que les vieux qui parlent d'annuaires. Donc, je passe la parole à... Qui s'y parle après moi? Alors, l'assurance maladie. Oui, tout à fait. Donc, je suis Olivier Delavaux. Je suis responsable d'un département qui s'appelle la régulation. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est grosso modo l'accompagnement de tous les projets de santé, donc des médecins tout particulièrement, de l'installation pendant toute la vie des projets de santé, donc de l'installation jusqu'à la cessation, donc pendant l'activité. Donc, alors là, on est sur les acteurs de l'installation. Donc, on est sur le parcours d'installation. Vous êtes passé théoriquement par le... Quoi, vous n'êtes pas passé théoriquement. Vous êtes passé obligatoirement par le Conseil de l'Ordre pour une inscription. Donc, de toute façon, nous, on ne pourra finaliser au niveau de la caisse primaire l'installation qu'après passage au Conseil de l'Ordre. Donc ça, c'est un élément important. Donc je vous donnerai un petit conseil à la fin. Si je ne vous le donne pas, vous me le rappelez, parce que c'est important que je vous le donne quand même, ce petit conseil. Donc ce qui me semble important, c'est de vous parler d'un élément qui est indiqué là-dessus, c'est la convention. Et j'aimerais juste savoir si vous savez ce que c'est la convention médicale. Levez la main pour ceux qui savent à peu près ce que c'est, qui ont entendu parler de la convention médicale. Un petit peu quand même. Alors soit vous êtes très timide, ce qui est possible, soit vous ne connaissez réellement pas, ce qui pourquoi pas, mais ça va être l'occasion justement de le connaître. Parce que quand vous venez à la caisse primaire, vous venez vous conventionner. Alors, c'est quoi la convention? La convention, c'est un contrat qui a été négocié entre l'assurance maladie,
l'assurance maladie, nous sommes un assureur, donc représentant les assurés, qui sont vos patients, et les organisations syndicales représentatives des médecins. Donc ce contrat, il régit l'ensemble de l'activité libérale et des relations que l'on a entre l'assurance maladie et les médecins. Donc c'est important, vous pensez nécessairement à la valorisation des actes, valorisation financière des actes, donc la fameuse consultation à 25 € fait partie d'une négociation conventionnelle. Vous voyez que ce n'est pas la représentation nationale qui a négocié ça, c'est vraiment la partie des représentants sociaux qui l'ont fait, ce sont vos représentants à vous qui ont négocié cet aspect-là. Donc, valorisation des actes financières, donc les cotations qui vont avec, mais il n'y a pas que ça. Donc on pourrait imaginer, oui, c'est l'aspect financier. Non, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres engagements, il y a d'autres volontés d'améliorer le dispositif et l'offre de soins, et qui est un engagement entre l'assurance maladie et les points de santé. Donc l'accès aux soins, donc élément de plus en plus important, de plus en plus prenant, de plus en plus de départements, donc les déserts médicaux, pour lutter notamment contre les déserts médicaux, mais pas que. Également sur la qualité des soins, on essaie d'agir. Et puis on essaie également d'agir, une volonté de moderniser notre relation entre l'assurance maladie et l'activité libérale médecin, et on pense notamment à toute la partie numérisation. Donc voilà les 4 axes. Donc c'est des éléments importants parce que c'est vraiment ce qui va régir notre relation et votre activité, une partie de votre activité professionnelle. Donc j'entends régulièrement des critiques, dire on n'est pas assez payé. Voilà, donc c'est vrai, vous le dites. Bon, après, est-ce que c'est le cas ou c'est pas le cas? Est-ce que les actes sont assez rémunérés ou pas? Pour autant, j'aimerais juste mettre en lumière, dire voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui sont sur le terrain. Et que ce qui est fait aujourd'hui soutient depuis maintenant plus de 50 ans, puisque les premières conventions, il y a 50 ans maintenant, soutient vraiment la médecine libérale sur le terrain. Donc l'assurance maladie est un partenaire de la médecine libérale, et pour nous, c'est un levier important. Pour les petites histoires, je ne sais pas si vous avez fait un peu d'histoire sur le sujet, la médecine libérale, la charte de médecine libérale, c'est 1927. On va bientôt signer les 100 ans de la médecine libérale. Donc ça, c'est un élément important. Donc on soutient. Mais soutien sous quelle forme au final? Donc c'est le garantir les revenus. Voilà, on garantit, on solvabilise quand même nos assurés pour qu'ils vont venir vous rémunérer. C'est du paiement à l'acte. Donc avec des cotations, des actes très diversifiés. Donc il y a énormément de spécialités, il y a énormément de situations d'exercice différentes. Vous allez exercer peut-être dans des endroits où il y a beaucoup de personnes à la CS, pas la CS, à la C2S maintenant. Je parlais de l'ancien français, donc à la C2S. Vous allez voir des personnes âgées. Donc tout ça, on essaie d'en tenir compte dans la codification des actes. Voilà, parce qu'on sait qu'une visite peut être plus ou moins longue, donc il est normal que l'on puisse tenir compte de ça dans la cotation. Deuxième point, au-delà des revenus, le paiement à l'acte, effectivement, des forfaits que l'on verse. Une partie maintenant de vos revenus ne sont plus issus du paiement à l'acte. Ils sont issus de forfaits qui sont versés en fonction de la taille de votre patientèle, mais également en fonction de la modernisation du cabinet. Donc il y a des forfaits structure, donc si vous voulez plus de précision, vous pourrez les avoir à côté. Mais voilà, il y a des choses qui sont du paiement à l'acte et du paiement forfaitaire. Et puis il y a un troisième point, c'est les aides. Donc sur des situations particulières, notamment l'installation dans des zones fragiles, ils les aident. Avec des montants quand même qui sont très importants quand même, puisqu'on est aux alentours de 50 000 €, pour pouvoir s'installer dans des zones défavorisées. Si vous êtes spécialiste, demain c'est l'Optam, qui permet de renforcer l'accès aux soins et notamment d'éviter les dépassements, en tout cas de limiter le poids des dépassements sur les personnes, sur les publics fragiles. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont prévues et c'est la convention qui a prévu tout ça. J'aurais pu parler également des assistants médicaux. Tout ça, c'est le fruit de négociations conventionnelles entre l'assurance maladie et vos représentants. Donc voilà, vous pouvez aussi vous investir dans ces représentants-là si vous voulez être mieux représentés. Et je pense qu'ils vous accueilleront avec joie. Quand je dis les représentants, c'est les syndicats de médecins. Donc c'est SMF, MG France, SML, et j'en ai oublié évidemment. Donc ça, c'est les deux points. Donc la soutenabilité financière, en tout cas le revenu, on a réussi à garantir vos revenus. Deuxième point, on vous offre une protection sociale particulière. Donc vous avez un régime spécifique. De ce régime, vous avez, c'est très récent, maintenant au droit aux IJ, aux indemnités journalières, dans le contexte de la maternité ou de l'adoption, congé maternité, congé paternité. Donc ces aspects-là sont pris dans le cadre des IJ et également des forfaits, des aides supplémentaires pour pouvoir compenser la perte d'activité. Donc ça, c'est les choses qui sont importantes, sachant que cette protection sociale, nous, de notre côté, si vous respectez le cadre conventionnel, de notre côté, nous, on a des obligations, nous, assurance maladie, et notamment dans les obligations de vous payer rapidement, de vous payer à la hauteur de ce que vous nous demandez en facturation. Aujourd'hui, un paiement en feuille de soins électronique, c'est 7 jours.
Donc voilà, on a un assureur assez performant par rapport à ça. Si vous le faites en électronique pure, voilà, c'est 7 jours. En papier, c'est plus long, mais, parce qu'il y a des processus qui sont beaucoup plus complexes. Deuxième point, on a également des aides, on paye aujourd'hui une partie de vos cotisations. C'est des choses qui est méconnue. Mais vous ne payez pas, vous êtes la seule profession en France qui ne paye pas de cotisation maladie. C'est l'assurance maladie qui les paye pour vous. C'est 5 points de cotisation. Voilà, 5 points de cotisation, à la fin, c'est 1,2 milliard, 1,3 milliard. Donc sur l'ensemble des médecins libéraux. Donc voilà, c'est les choses. L'idée, c'est pas de vous faire un procès d'intention par rapport à ça, c'est vous rendre compte que de l'effort que fait la société aussi par rapport à votre profession, qui est une profession extrêmement importante pour le bien-être de notre population. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc la partie protection sociale, donc IJ, qui est assez nouvelle. Et le dernier point, voilà, on cherche également à vous accompagner. Voilà, on a un engagement de vous accompagner au mieux. Et cet accompagnement, il se décline dans plusieurs dimensions. Et c'est les publics que vous avez vus à côté si vous êtes passé sur notre stand. C'est la pratique médicale. Il y a les médecins conseils. Vous allez avoir des confrères qui peuvent vous aider dans la cotation essentiellement autour de la CCM, où il peut y avoir des interrogations, il peut y avoir des demandes d'échanges confraternels. Et dans ce cas-là, vous avez des médecins conseils qui sont capables d'échanger avec vous et qui se font de joie d'ailleurs de pouvoir échanger avec vous, de vous diffuser l'information qu'ils ont. Deuxième point, nous, du côté caisse primaire, on a d'abord des agents dits RPS, relations pour la santé, donc plutôt sur la vision administrative de votre dossier. Vous allez, lors de l'installation, on va vous créer un dossier administratif dans nos bases qui vous permettront de permettre les remboursements et que vous puissiez avoir toute votre vie, voilà, votre dossier administratif. Dès que vous avez des modifications administratives, vous avez des agents RPS qui seront là pour faire ce travail-là et vous accompagner dans cette démarche-là. Vous changez de statut juridique, modification RPS. Donc ça, c'est les agents RPS. Après, vous avez deux agents particuliers, c'est les délégués d'assurance maladie et les délégués numériques en santé. Délégués d'assurance maladie, on est plutôt sur un accompagnement médico-administratif. Les nouvelles conventions, ils vont venir c'est un peu des démarcheurs médicaux de l'assurance maladie. Ils viennent vous présenter les nouveaux dispositifs médicaux, dispositifs conventionnels, les assistants médicaux récemment, voilà, on les a présentés, et ce qui permet que vous puissiez vous appréhender mieux, parce que vous n'êtes pas toujours, évidemment, le nez sur les nouveautés, et du coup on vient vous accompagner, on vient vous informer sur les nouveautés pour profiter des droits qui vous sont ouverts dans le cadre de ces conventions. Et puis le délégué numérique en santé, on voit qu'il y a une informatisation. Alors vous êtes plutôt à l'aise, à mon avis, sur l'informatique, mais ça n'a pas été le cas de tous les médecins au démarrage de ces hôpitaux il y a une vingtaine d'années maintenant. Et du coup, les délégués numériques en santé sont là pour accompagner toutes les transformations qui sont en cours, notamment autour de mon espace santé, autour de la messagerie sécurisée. Voilà, donc tout ça, c'est les accompagnements que l'on fait au terrain. Voilà, une caisse comme le Maine-et-Loire, c'est 5000 contacts par an. Donc voilà, on fait 5000, 6000 contacts de visite auprès des professionnels de santé, donc pas que des médecins, pour vous accompagner et pour vous donner de l'information et vous mettre dans les meilleures conditions pour votre exercice. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Donc le conventionnement, c'est quelque chose d'important, c'est ce qui va régir notre relation. C'est les droits, c'est les devoirs. C'est des droits pour vous, des devoirs pour vous, des droits pour nous et des devoirs pour nous également. Dernier point, il y aura un accompagnement, vous n'êtes pas seul. Tout au long de votre vie professionnelle, vous serez accompagné. Ça, c'est vraiment un engagement qu'on prend en point de vue. Je parle du Maine-et-Loire, mais c'est vrai dans tous les départements de la région et de la France. Voilà, c'est vraiment un engagement de vous accompagner parce qu'on pense que c'est important de vous mettre dans les meilleures conditions et de pouvoir vous dégager le plus de temps médical possible et que le temps administratif soit le plus léger possible. Donc voilà. Et le dernier conseil, parce que là j'y pense à celui-ci, anticiper. Voilà. N'attendez pas le dernier moment. Si vous voulez vous installer le 1er janvier, n'attendez pas le 15 décembre. Parce que si le 15 décembre, le Conseil de l'Ordre n'a pas sa commission qui va bien, il ne pourra pas le faire. Et nous, derrière, il nous faut un peu de temps quand même pour le faire. On a des opérations administratives à faire. Vous n'êtes pas tout seul. On n'a pas que des médecins installés. Donc, en général, ce n'est pas du jour au lendemain que vous installez. N'hésitez pas, en tout cas, à nous prévenir. En même temps, vous faites le Conseil de l'Ordre, vous nous prévenez que ça va arriver. Dans ce cas-là, on commence à préparer le dossier. À titre d'exemple, ce qui prend le plus de temps aujourd'hui en termes de délai et qui peut vous pénaliser, c'est l'obtention de la carte CPS. Donc, c'est une carte sécurisée qui n'est pas fournie par l'assurance maladie, qui est fournie par l'ANS, qui est une agence de l'État qui fournit les cartes sécurisées. Et cette carte-là, il faut au minimum 10 jours pour l'avoir. Donc, si vous voulez commencer votre activité en évitant le papier au départ, prévoyez au moins 2 à 3 semaines, c'est le minimum. Voilà, donc, le conseil, le vœu que je vous dis, là, il y a une trentaine de personnes à peu près. Donc, voilà, je vous demande d'anticiper un peu tout ça. Et ça se passera très bien. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour vous, tout est clair ?
C'est ça le conseil, c'était anticiper. Il y a quelqu'un qui m'aide quand même. Voilà, un grand merci pour votre écoute. Et qui c'est l'URSSAF après? Voilà. La Sécu aussi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Marina Lesage, chargée des relations extérieures à l'URSSAF des Pays de la Loire. Je suis plus précisément installée à l'URSSAF de Nantes. Et donc mon rôle aujourd'hui, c'est de vous présenter dans un premier temps et de démystifier l'URSSAF. Et donc de vous préciser également notre mission principale. Donc, ce qu'il faut déjà savoir avant tout, c'est que l'URSSAF est un organisme privé. Et nous avons bien évidemment plusieurs missions, mais notre mission principale, vous l'avez compris, c'est de recouvrer des cotisations. Donc ces cotisations, on les recouvre auprès des travailleurs indépendants, auprès des salariés, auprès des particuliers employeurs. Et si vous voulez, une fois que nous avons récolté les cotisations de chacun, l'URSSAF va mettre moins de 5 heures pour les redistribuer à toutes nos caisses prestataires. Donc, quand je vous parle de caisses prestataires, j'entends par là la caisse primaire d'assurance maladie, la CAF, les différentes caisses de retraite, Pôle emploi. Si vous voulez, il y a 900 organismes vers qui nous redistribuons toute cette collecte. Donc, je ne vais bien évidemment pas pouvoir toutes vous les énumérer cet après-midi. Mais donc, il faut bien comprendre finalement que sans l'URSSAF, nous n'aurions pas de protection sociale aujourd'hui. C'est vrai que grâce aux cotisations de chacun d'entre nous, sans faire quoi que ce soit, vous êtes remboursé par exemple lorsque vous allez voir un professionnel de santé, vous êtes remboursé de tous vos soins médicaux, des médicaments, vous cotisez pour une retraite. Vous pouvez bénéficier de prestations de la CAF. Et finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde bénéficie de ces prestations, mais on ne sait pas d'où vient l'argent. Donc aujourd'hui, j'espère que vous l'avez compris. Vous, j'imagine que oui. Mais c'est vrai que je me répète, mais sans l'URSSAF, nous n'aurions pas de protection sociale aujourd'hui. Je voulais également vous préciser effectivement donc le rôle de l'URSSAF pour vous en tant que profession médicale, professionnelle de santé. Donc à quel moment nous intervenons ? Nous intervenons lorsque vous avez l'intention de vous installer. Vous m'entendez là, j'ai l'impression. Ouais. Lorsque vous vous installez, donc une fois que vous avez bien déterminé votre date de début d'activité, vous avez soit la possibilité de vous orienter vers la caisse primaire d'assurance maladie pour faire les démarches avec eux. Sinon, il faut savoir que c'est l'URSSAF qui est votre centre de formalité compétent pour tout ce qui est installation, donc, c'est-à-dire la déclaration de début d'activité. Si vous déménagez, c'est vers nous également, vers qui vous devez venir, pour la radiation de votre activité. Si vous vous mariez, vous changez de nom, par exemple, encore une fois, c'est auprès de l'URSSAF qu'il faut faire les démarches administratives, puisque, si vous voulez, une fois que vous avez enregistré votre formalité, par moyen dématérialisé, l'URSSAF va se charger d'informer toutes les caisses prestataires, en fait, de par exemple, votre changement d'adresse ou de votre nouveau nom marital. Donc finalement, on essaye de vous alléger au maximum, encore une fois, concernant les démarches administratives. Donc une fois que vous êtes installé, vous avez donc deux possibilités. Soit vous vous êtes installé, par exemple, en collaboration dans un cabinet, ou l'autre possibilité, vous pouvez démarrer en tant que remplaçant. Donc si vous choisissez cette deuxième option, à ce jour, nous avons mis en place un dispositif simplifié, c'est-à-dire qu'en tant que remplaçant, si vous n'êtes que remplaçant, par contre, vous pourrez cotiser à l'URSSAF en fonction de votre chiffre d'affaires, en fonction de vos rétrocessions que vous aurez
que vous aurez acté tout au long de l'année. Donc finalement, s'il n'y a pas de rétrocession, il n'y a pas de cotisation. Donc là, vous cotisez vraiment à l'euro près, en fonction du montant exact de vos rétrocessions, contrairement au système classique où vous allez cotiser toute l'année dans un premier temps sur ce qu'on appelle des cotisations provisionnelles. Et puis une fois que nous avons connaissance de vos revenus, eh bien là, on vérifie si vous avez trop ou pas assez provisionné. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cette nouvelle mesure simplifiée, eh bien, je vous invite à venir me voir au stand qui est juste en face quand vous sortez de la salle. C'est la salle numéro 1 de mémoire. Donc, n'hésitez pas à venir donc me voir et voir ma collègue Karine. Et sinon, si vous êtes en collaboration, par exemple, eh bien, vous êtes dans le système de travailleurs indépendants, profession libérale, où là, comme je viens de vous le dire, vous allez cotiser dans un premier temps à titre provisionnel et dans un second temps, une fois que nous avons connaissance de vos revenus réels, on vérifie si vous avez trop assez provisionné. Et donc c'est là un tout autre système, et nous avons également quelques petites astuces pour éviter les régularisations. Donc c'est pareil, si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien, je vous inviterai à venir me voir tout à l'heure. Voilà. Sinon, concernant nos autres missions, aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'administration pouvait être assez anxiogène. Donc, on a un rôle d'accompagnement. Ça fait partie de mes missions en tant que chargée de relations extérieures. On est là pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos attentes. Il ne faut surtout pas hésiter à contacter notre centre dédié à votre profession. Donc, ne restez pas dans le doute, parce qu'un doute peut faire un effet de boule de neige, on va dire, dans votre dossier. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous éviter tout tracas, et pour que vous puissiez vous concentrer à l'essentiel de votre activité. Voilà, j'en ai terminé. Donc, je vais laisser la main à l'ARS. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc oui, vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Donc Claire Gaborio. Alors je ne suis pas référente installation. J'excuse d'ailleurs ma collègue Madame Lamamy qui est absente. Moi, je suis en charge du département du service qui s'occupe de l'accès aux soins primaires, donc de tout ce qui est premier recours au niveau de l'ARS. Donc l'ARS, parfois, c'est un gros mot. Je ne sais pas si vous avez connaissance des missions de l'ARS. Ça me paraissait important peut-être de commencer par là, puisqu'elles sont quand même assez larges, assez variées. On est tant sur le pilotage de la santé publique, donc on en a beaucoup parlé ces dernières années, la veille et la sécurité sanitaire. On est aussi sur la prévention, la promotion de la santé, sur l'observation santé. Et puis, on a toute une autre partie de notre compétence, en fait, qui concerne la régulation de l'offre de santé, donc qu'elle soit hospitalière, médico-sociale ou alors la ville. En ce qui concerne l'installation, on a un rôle dans la détermination du zonage. Donc, vous en avez peut-être entendu parler. Il s'agit de déterminer les zones de la région où l'accès aux soins est le plus difficile. Donc, c'est un exercice qu'on fait tous les 3 ans. Il est actuellement en cours en ce qui concerne votre profession. Et on devrait effectivement publier un nouveau zonage en début d'année prochaine. Donc, le zonage, il est construit de manière partenariale avec l'assurance maladie, avec les représentants de votre profession, avec l'URPS. Et puis, il est concerté avec l'ensemble des acteurs sur les territoires, donc que ce soit les collectivités, les élus, les représentants de votre profession, donc dans toute une démarche de concertation. Par la suite, ce zonage, il a une influence notamment sur les aides à l'installation auxquelles vous pouvez bénéficier, puisque en fonction de la classification des territoires, vous allez pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides, dont une grande partie sont partagées en fait avec l'assurance maladie. Notre rôle aussi, c'est d'accompagner les projets d'exercice coordonné, donc les maisons de santé pluripro, les centres de santé pluripro, les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS. Donc on a une grosse politique, on est en avance, on peut le dire. Enfin, ça fait depuis de nombreuses années qu'on travaille sur ce sujet en Pays de la Loire.
et on a une très belle dynamique. Et puis évidemment d'accompagner aussi des projets innovants. Donc globalement, hein, notre rôle, c'est vraiment d'être dans l'accompagnement. Alors, il se situe à plusieurs niveaux au niveau de l'ARS, hein, puisque le département que je représente se situe au niveau du siège, donc à Nantes. Il porte plutôt, nous on intervient peut-être plutôt sur les projets plus globaux. Et puis dès qu'ils sont ancrés dans un territoire, en fait, c'est les animateurs territoriaux en santé des délégations territoriales de l'ARS, donc c'est-à-dire les ARS départementales, qui en fait sont vos interlocuteurs. Il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter pour toutes les questions que vous pourriez avoir en fait dans le cadre de votre installation, aussi pour vous orienter vers des contacts, etc. Ils sont vraiment à votre disposition. Et voilà, les coordonnées de tous ces interlocuteurs, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, sur un portail en fait qui s'appelle le PAPS, alors le portail d'accompagnement professionnel de santé. Et il y a vraiment alors, à la fois toutes les coordonnées, il y a tout le détail sur tous les contrats d'aide à l'installation auxquels vous pouvez potentiellement prétendre. Il y a des infos sur le zonage. Enfin voilà, ça concerne toutes les professions, les médecins, mais aussi les autres professions de santé. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce site-là. J'ai des petites cartes là-bas pour vous aider. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à venir me voir pour qu'on discute de manière plus approfondie des différents contrats qu'on peut vous proposer et plus globalement de l'accompagnement qu'on peut vous proposer au niveau de l'ARS. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières à proposer à nos experts en la question. En tous les cas, il ne faut pas oublier que vous pouvez les retrouver donc chacun à leur stand. Demain, il y a également des rendez-vous privés où là, c'est 15 minutes de rendez-vous avec un expert en particulier. Si vous avez une question bien définie à poser, que vous voulez prendre le temps, pas juste à un stand avec d'autres personnes autour de vous, il ne faut pas hésiter. On parle également d'exercices coordonnés. Demain, on a un stand justement de personnes qui représentent l'exercice coordonné qui peuvent donner plus d'informations. On parlait cotation également. On a un atelier mené par Dr Ponce et d'autres confrères auxquels vous pouvez vous inscrire et ou déambuler en dehors des horaires d'atelier. Et puis ce soir, on peut aussi se retrouver à un atelier, le cocktail chimiste qui est à Terra Botanica aussi, à partir de 18h30 pour se retrouver en dehors de quelque chose de moins formel. Voilà, donc à part si vous avez des questions, je vous invite à continuer votre journée. Allez-y. Oui, oui. Alors, le Conseil de l'ordre... Oui, oui, non, vous avez raison. Mais c'est bien, ça appellera peut-être d'autres questions, donc c'est très très bien. Des commissions, il y a des commissions régulièrement, Conseil de l'ordre, pour les inscriptions, je crois, c'est tous les mois. Il n'y a pas de fréquence? Pour les inscriptions, il n'y a pas de fréquence. Simplement, il faut penser à s'inscrire longtemps à l'avance, car effectivement, il y a des formalités à remplir. Ouais. Effectivement, il faut transmettre les dossiers d'inscription à la CPM et aux autres organismes, surtout la CPM. Ouais. Donc, le délai, c'est quelques semaines à 2 mois au maximum. Ouais. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure qu'il faut anticiper. Si on veut s'installer le 1er janvier, il ne faut pas venir le 30 décembre au Conseil de l'ordre. Parce qu'effectivement, il faut le temps, ne serait-ce que la CPS, c'est un petit peu long à faire. On nous annonce 10 jours de délai pour une CPS, mais c'est un peu plus long que ça. Ouais, ça peut être plus. La CPS, c'est la carte qui nous permet de se connecter au site Amélie Pro. C'est indispensable pour faire beaucoup de choses. Oui. Disons, dès que vous avez une date, ne retardez pas. Si vous savez votre date, vous savez votre projet, n'hésitez pas à le dire. Vous me le dire trop tôt que trop tard. Nous, en termes de charges administratives,
en un jour, 2 jours, c'est fait. On ne donnera pas beaucoup de pièces justificatives, hein, les RIB, voilà, des choses assez classiques. De toute façon, le plus lourd de ce que vous avez à fournir, c'est votre qualification de médecin, et c'est l'ordre qui va le fournir. Une fois que l'ordre va avoir tous les documents nécessaires, va y avoir un flux informatique, et c'est sur ce flux informatique, ça s'appelle le RPPS. Voilà, et vous allez le découvrir, il y a un numéro RPPS, et une fois que le RPPS pour nous est à jour, on a toutes les informations et on y va. Et on demandera quelques pièces supplémentaires liées notamment le RIB en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Mais après, ça va vite. Après, il y a encore des délais. Des délais qui sont, une fois que nous on a fait notre travail au niveau de l'informatique, on a vos dossiers administratifs, il y a un flux flux informatique qui part vers l'ANS pour générer la carte CPS. Et là, on a d'autres industriels, le délai qu'il leur faut pour générer cette carte. On a eu des cartes qui sont arrivées en 2 jours et puis des cartes qui sont arrivées en 1 mois. Et là-dessus, nous, assurance maladie, on n'a pas de maîtrise. Mais disons, plus vous allez anticiper ça, et moins vous aurez de soucis lors de démarrage de votre activité. Vous avez d'autres contraintes à gérer. En général, ce n'est pas du jour au lendemain que vous connaissez votre date d'installation. Ça mettrait que vous vous réveillez, demain je m'installe. Voilà, n'hésitez pas. Anticipez tout, travaillez en parallèle. Je pense que contacter l'ordre en même temps que nous, ce n'est pas un problème. Nous, de toute façon, on ne pourra pas aller plus loin. On ne pourra pas finaliser le travail tant que le Conseil de l'ordre ne nous aura pas donné le top pour le faire. L'URSSAF, vous voyez, essayez d'anticiper. Voilà, vous devenez un entrepreneur, un chef d'entreprise de votre activité. Donc voilà, anticipez la création de votre entreprise à ce moment-là. On fera le maximum pour vous accompagner pour que ce moment soit le moins administratif possible. Il n'y a pas tant de pièces que ça. C'est pas si compliqué que ça, si c'est bien fait dans le temps. En tout cas, on vous aura en face de vous, quelle que soit la caisse primaire, des gens qui sont passionnés par leur métier et qui vous accompagneront au mieux et vous donneront tous les éléments pour le faire. Ça peut nous arriver d'avoir à gérer des installations rapidement, pour hier par exemple, mais c'est exceptionnel. On a les moyens aussi. Nos secrétaires au Conseil de l'ordre connaissent bien les conseils et les secrétaires de la CPAM en particulier, et donc peuvent gérer des installations pour hier. Mais ça, c'est exceptionnel. Il faut effectivement, comme disait M. Delaveau, il est important d'anticiper un petit peu avant parce qu'il y a des délais incompressibles, des délais administratifs contre lesquels on ne peut rien parce que tout le monde dort, les gens rentrent chez eux, ils prennent des week-ends, ils prennent des vacances. Donc il y a des périodes qui ne sont pas forcément favorables à faire un dossier. Mais toujours est-il qu'il vaut mieux anticiper un peu à l'avance. Comme disait M. Delaveau, il vaut mieux anticiper. Parce qu'effectivement, éditer une CPS, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend ni de la CPM ni des conseils de l'ordre, mais ça dépend des éditeurs de CPS. Donc ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ça, c'est à votre main, anticiper. Ne vous laissez pas dépendant des autres. Quoi. Tout ce qui est à votre main, faites-le. Voilà, ne vous rendez pas dépendant, rajoutez pas du stress en plus avec je n'ai pas reçu ma pièce, je n'ai pas reçu mon installation. Voilà, je pense que tout ce que vous pouvez faire c'est du stress en moins pour vous également. Merci. Concernant l'URSSAF, vous pouvez faire vos démarches de début d'activité jusqu'à 30 jours avant la date de début d'activité, justement. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire vos démarches à compter du 30 jours avant le début d'activité, mais c'est un conseil parce que, encore une fois, vous allez anticiper et ça va vous permettre d'obtenir rapidement votre SIRET. SIRET qui va vous permettre de pouvoir ouvrir votre compte bancaire. Ça va vous permettre d'éditer, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut éditer chez les professionnels de santé, des plaquettes, beaucoup de choses. Mais en tout cas, votre SIRET va vous servir énormément dans un premier temps. Le numéro SIRET est quelque chose d'indispensable dans notre activité. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est chef d'entreprise aussi et que donc le SIRET est indispensable pour avoir, ne serait-ce que pour bénéficier d'aide en particulier, pour beaucoup de choses. Le SIRET, on nous demande le SIRET pour tout et pour rien. C'est comme ça. C'est le système français qui est comme ça. On en a besoin. On a besoin de l'URSSAF, on a besoin de la CPM, on a besoin de l'ARS. Donc on peut râler contre tout ça. Mais effectivement, il faut l'utiliser. Le SIRET, c'est indispensable. On nous demande le SIRET pour beaucoup de choses. Si on veut avoir un extrait CABIS, le CABIS, c'est l'activité du cabinet. Il faut le numéro SIRET. Donc il faut le SIRET pour beaucoup de choses. Donc pour l'URSSAF, effectivement, c'est important. Ce que je n'ai pas dit, c'est que quand vous venez, en fait, vous venez chez nous en caisse primaire pour être à la fois professionnel de santé, mais également pour être assuré. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on vous fait votre immatriculation sur le nouveau régime, voilà, pour toucher notamment la protection sociale. Donc voilà, vous avez ces deux choses-là que l'on fait chez nous. Vous allez être à la fois professionnel de santé, donc droit à facturer, voilà, vous allez dans le fichier national des professionnels de santé, vous allez être inscrit. Après, vous allez rentrer comme assuré sur un régime particulier avec des droits particuliers.
Voilà. Donc, vous connaissez le régime général, peut-être le régime MSA, vous avez un régime particulier qui est personnel, praticien auxiliaires médicaux, voilà, en général. Vous n'êtes pas obligatoire de prendre celui-ci, mais vous ferez un choix. Oui. À la différence de l'installation, effectivement, quand on est médecin thésé, on a tous les droits, mais il est quand même recommandé d'avoir au moins un contrat de remplacement avec le médecin remplacé, parce que le Conseil de l'ordre va viser, il y a des fois des contrats qui sont un peu caducs, qui ne tiennent pas la route, et donc on est là pour veiller que votre contrat soit correctement ficelé. Le remplaçant installé, il a plus qu'à s'installer. Voilà, il faut qu'il trouve un endroit où s'installer. Il faut trouver un point de chute. Après, il n'y a rien de particulier à faire. Il faut aussi le signaler au Conseil de l'ordre et à la Caisse d'assurance maladie. Mais le remplacement, on ne les connaît pas, les médecins remplaçants. La CPS de remplaçant n'a rien à voir avec la CPS du médecin installé. Parce qu'effectivement, le remplaçant n'est pas connu de l'assurance maladie, enfin, en théorie, en pratique. Ils le connaissent parce qu'effectivement, à la longue, ils finissent par connaître. Je vais peut-être rentrer dans un niveau technique, c'est pas très grave. Effectivement, vous avez une carte CPS parce que vous êtes pour la santé, donc reconnu par le Code de la santé publique, donc vous avez une carte CPS qui vous identifie. Quand vous rentrez à l'assurance maladie, et c'est pour ça qu'il y a un flux informatique entre l'assurance maladie et l'ANS qui génère la carte CPS, il y a en plus quelque chose qui est rajouté à l'intérieur, un droit à facturation, ça s'appelle le domaine assurance maladie. Donc c'est des informations supplémentaires qui sont collées dans la carte CPS, qui sont à l'intérieur, par exemple, tout le domaine de facturation, tous les contextes de facturation. Vous êtes en secteur 1, secteur 2, et ces aspects-là sont utilisés pour la facturation césar vital. Alors ce sont des choix historiques qui ont été faits, et de fait, quand vous allez être remplaçant et passer en installation, vous allez recevoir une autre carte CPS qui, sur la forme, c'est la même chose de l'extérieur, mais à l'intérieur, dans les données qui sont dans la carte CPS, il y a des informations complémentaires qui permettent effectivement la facturation césar vital et vis-à-vis de l'assurance maladie. Donc c'est une subtilité technique, mais qui sont des choix historiques. On le ferait maintenant, si on développait les choses, on le ferait différemment. Mais voilà, on peut pas modifier un système aussi lourd. Donc les médecins remplaçants, on ne les connaît pas. Vous facturez sur le compte, et c'est là que vous avez de la reversion, vous faites de la reversion. Donc important vis-à-vis de l'ordre de régulariser. J'ajouterais une chose, c'est qu'effectivement, si vous avez une CPS comme médecin remplaçant, n'utilisez jamais votre CPS pour la si vous êtes installé. Il faut que vous ayez une CPS médecin installé. Il faut penser que le docteur Duchemol remplaçant n'a rien à voir avec le docteur Duchemol installé. Donc c'est deux CPS totalement différentes et les droits ne sont pas les mêmes. Ok, concernant l'URSSAF, il est très important de nous signaler lorsque vous vous installez. Si vous étiez effectivement remplaçante et que vous souhaitez à un moment donné vous installer, il faut dans ces cas-là tout simplement modifier votre activité et changer votre adresse professionnelle. Parce qu'en tant que remplaçant, en adresse professionnelle, vous indiquez votre adresse de domicile. Et donc le jour où vous vous installez, bien évidemment, nous avons besoin à l'URSSAF d'avoir connaissance de l'adresse du ou des cabinets en question. Sachez que cette démarche va modifier votre SIRET. L'INSEE vous attribuera forcément un nouveau SIRET. Et il est important, encore une fois, pour nous d'avoir la connaissance de ce changement de statut, on va dire, ou d'activité, parce qu'en tant que remplaçant, vous ne payez pas la CURPS. C'est une cotisation qui est due uniquement lorsque vous êtes installé. Donc, encore une fois, il est important que nous ayons toutes ces informations. Donc, ces démarches sont à faire sur le site www.cfe.ursaf.fr. Mais vous pourrez venir nous voir tout à l'heure. On vous donnera un petit peu plus de conseils à ce sujet si vous le voulez. Mais c'est important de nous le signaler en tout cas. C'est vrai qu'il y a l'installation, mais tout au long de votre vie professionnelle, vous avez intérêt de déclarer tout mouvement. Changement d'adresse, déclarez-le. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de changements de statut juridique.
prévenez-nous. C'est passer en CELARL, c'est la mode en ce moment. Beaucoup de cabinets passent en CELARL pour des optimisations sans doute fiscales et tout bazar. Déclarez-le parce que vous changez de code, on est obligé de quasiment c'est une réinstallation complète. Sur un plan technique, c'est une réinstallation, c'est la même chose. Après pour vous, c'est la même activité qui se poursuit, mais voilà, dès que vous avez une modification administrative qui se passe, que vous souhaitez faire un déménagement, mais à côté, il faut le déclarer. Voilà, c'est un exemple. Voilà, les zonages, potentiellement, vous pouvez avoir des aides à l'installation pour un zonage. On vous donne une aide. Si vous déménagez, c'est l'aide à tombe. Si vous n'êtes plus dans une zone qu'on s'appelle une zone défavorisée. Donc tout cela, vous devez déclarer cet aspect-là pour qu'on puisse nous vous suivre dans votre vie administrative et s'assurer que les termes de la convention sont bien respectés. Je reviens à cette fameuse convention qui régit tout, beaucoup de choses en tout cas. J'ajouterai qu'au cours de votre carrière professionnelle, vous avez 2 interlocuteurs indispensables, c'est le Conseil de l'Ordre, je prêche pour ma paroisse, et la CPM. Parce que c'est la CPM qui permet effectivement à vos patients d'être remboursés des soins, parce que nous sommes dans un pays où les soins sont pris en charge par la CPM. Donc la CPM, la Caisse d'assurance maladie, est votre partenaire et votre interlocuteur privilégié comme le Conseil de l'Ordre. L'URSSAF et l'ARS en a besoin aussi, mais quand il faut payer ça, il faut payer. Vous allez voir, vous allez râler toute votre carrière, vous râlerez contre l'ARS, parce qu'il faut payer l'URSSAF, pardon. Pas l'ARS, mais l'URSSAF. Oui, mais pour la protection sociale de chacun. Je le répète. Oui. Non, après, si vous appelez la CEPAM, c'était pour le Conseil de l'Ordre, on est capable d'orienter correctement et vous conseiller et vous accompagner dans cette complexité administrative que je veux bien comprendre, que pour vous ça reste quelque chose de complexe, mais c'est à mon avis moins complexe que certaines choses que vous avez apprises dans vos études. C'est bon pour vous ? Écoutez, et surtout, il ne faut pas vous inquiéter, tout ça est très bien codifié, tout ça se fait progressivement, et donc vous allez apprendre au fil du temps, vous apprendrez à gérer tout ça. Ça se fait très facilement. Moi, je suis un vieux médecin retraité maintenant, donc j'ai démarré mon activité en 1982, quelque chose comme ça. Donc, tout s'est fait facilement. Donc, j'ai eu aucun problème au moment de l'informatisation. J'ai connu l'informatisation des cabinets. Donc, on a été aidé, suivi, largement soutenu. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Tout ça se fait très facilement. Donc, c'est un super métier. Les médecins, vous allez voir, c'est un très beau métier. Merci pour votre témoignage. Merci à nos experts et merci à vous pour votre attention.